Bonjour, donc nous allons pouvoir commencer la session sur choisir son framework web. Donc comme vous pouvez voir, on est trois. C'est normal parce qu'on va vous parler de trois outils différents. Donc Angular 2, React et Vue.js. Comme vous voyez, on a des t-shirts, donc vous allez pouvoir reconnaître qui va vous parler de quoi. Donc, je vais me présenter avant le démarrage de la session. Donc, je m'appelle Alexis Kinsella, je travaille chez Xebia depuis 6 ans et je travaille aussi bien sur des problématiques back-end que front. Tout à l'heure, il y en a peut-être certains qui m'ont vu dans la session AWS. Je vais laisser la main à mes collègues. Ouais. Bonjour, donc, moi je m'appelle Bastien Charès et je suis chez Xebia depuis presque un an. Je suis développeur full stack JS. Patrick Dimitro et je suis développeur full stack chez Xebia depuis 4 ans. Donc, comme vous vous en doutez, l'écosystème JS et également de développement des applications, d'applications web est très vaste, très riche. Il y a beaucoup de frameworks. On a choisi de se focaliser sur les outils qui nous semblent aujourd'hui les plus judicieux en 2016 pour développer des applications web single page ou pas. Et donc, ce qu'on va vous proposer dans un premier temps, c'est de faire un comparatif entre Angular 2 qui vient tout juste de sortir, React d'un autre côté, et également un challenger que Dimitri chargera de vous présenter dans un second temps, qui est Vue.js. Donc nous allons commencer par mettre en perspective en fait, les philosophies des différents outils, puis nous avancerons sur d'autres points comme l'architecture et le code ou encore le développement mobile ou bien le testing. Donc, pour commencer par les différentes philosophies autour d'Angular 2 et de React, je vais passer la main à Bastien. Avant, on va quand même dire un mot. C'est vrai que Angular et React, ça tombe bien, ce sont les bonnes couleurs. C'est un petit peu comme la Matrix, c'est un peu choisir la pilule rouge ou la pilule bleue. C'est une image qui est souvent utilisée, mais ça reflète bien la problématique que peuvent avoir les développeurs et les équipes pour choisir le bon outil. Alors tout d'abord, pour parler des concepts généraux, je pense que tu seras d'accord avec moi, l'une des plus grandes différences entre les deux choix tient du principe que Angular et Angular 2 est un framework tout en un. À la différence d'Angular 1, Angular 2 est orienté composant et la philosophie tient dans le fait qu'on va associer du JavaScript, du HTML, du JS, autant pour moi, dans du HTML. C'est vrai, là où la différence avec React, c'est que React, dans un premier temps, c'est avant tout une librairie de rendu de vue. C'est également de la même manière, finalement, une librairie qui va fonctionner autour de composants. Par contre, une différence, c'est qu'on ne va pas s'appuyer sur des templates pour faire les rendus, mais on va s'appuyer exclusivement sur le JS et ce qu'on appelle le JSX, qui finalement sont des balises qui peuvent s'apparenter à du HTML, sauf que en fait, le rendu ne sera pas fait, comme je disais, dans un template, mais dans une fonction dédiée au rendu. Donc la fonction qui s'appelle render dans chacun des composants React. Alors du coup, au niveau des dépendances, je reviens sur le fait qu'Angular 2 est un framework. Et comme c'est un framework, tout est inclus. C'est le gros avantage d'Angular 2. On a un module HTTP, le routeur, les formulaires, même les animations sont inclus. Là où c'est vrai, React va s'appuyer sur différentes librairies pour apporter toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sous forme de framework avec Angular 2. En particulier, par exemple, si vous voulez faire des formulaires, il faudra rajouter une librairie qui va permettre justement de créer tous ces formulaires. Par exemple, vous pourrez utiliser ReduxForm pour ça. Ça tombe bien qu'on parle de Redux. En fait, React va devoir s'appuyer en général sur une architecture. Facebook en a présenté une qui est censée normaliser les architectures et en l'occurrence, ils l'ont appelé Flux. Et donc, il y a plusieurs implémentations qui sont disponibles, telles que Alt ou bien Redux, comme je l'ai dit. Mais si vous voulez compléter ce paysage, vous allez devoir rajouter par exemple des routeurs pour gérer tout ce qui est justement accès aux différentes vues de l'application. Et finalement, pour chaque besoin, vous aurez besoin d'en rajouter une librairie qui va permettre de compléter les fonctionnalités. Alors après, au niveau du langage, là encore, on a une petite différence. Ce qui est bien avec Angular 2, c'est que Google a voulu pousser les développeurs à migrer vers TypeScript.
Il faut savoir qu'Angular 2 est développé en TypeScript. Alors pour la petite information, pour ceux qui ne le savent pas, TypeScript est un surensemble de JavaScript qui amène des fonctionnalités plutôt intéressantes pour le développeur, comme le typage statique ou encore les annotations, pour ça va par là ceux qui viennent du monde Java. Par contre, voilà, on est dans un framework, du coup, en Angular 2, on va avoir une syntaxe propre au niveau des templates, comme les balises ngIf, ngFor. Voilà. C'est donc des choses à apprendre par rapport au framework. Alors c'est vrai que côté React, on va plutôt avoir tendance à utiliser du JavaScript pur ou alors éventuellement à enrichir via une surcouche légère qui s'appelle Flow. Donc Flow, en fait, c'est une surcouche qui va permettre d'apporter le typage statique à votre code. C'est fourni par Facebook et en fait, ça va permettre finalement de vérifier les typages qui sont utilisés dans l'application et éviter finalement des bugs au runtime. Au-delà de ça, effectivement, il n'y a pas vraiment de template comme on le disait, il y a plutôt des balises que vous allez pouvoir utiliser, donc du JSX. Et à la différence d'Angular 2, vous n'avez pas d'expression, tout est codé en JS. Si vous voulez faire par exemple une condition, vous allez le faire en JS. Si vous voulez faire une boucle for, par exemple, vous allez utiliser plutôt, j'allais dire avantageusement, la fonctionnalité map en JavaScript. Vous n'aurez pas d'expression pour formaliser les conditions, les itérations, etc. Concernant le tooling, là, on va faire un petit aparté. En fait, d'un point de vue d'Angular 2 et de React, finalement, les deux sont très bien équipés en termes de tooling, que ce soit pour la toolchain ou pour le browser. En l'occurrence, pour la partie toolchain, vous allez pouvoir vous appuyer avantageusement sur Webpack, qui va fournir des fonctionnalités aussi bien pour constituer le bundle, mais que pour transpiler tout type de version de JavaScript, par exemple ECMAScript 7, ES6, ES7, ES 2017. Vers finalement un JavaScript qui est compatible avec tous les browsers sur lesquels vous allez faire tourner l'application. Pour ça, ça va s'appuyer sur Babel, mais ce ne sont pas les seules fonctionnalités que vous aurez à travers Webpack. Vous aurez beaucoup de fonctionnalités, dont certaines qui sont très intéressantes, et en particulier la capacité de lancer un serveur de développement qui permet entre autres de faire du hot reload. Donc c'est-à-dire qu'à chaque changement que vous aurez à faire dans votre code, vous pourrez finalement éviter de faire le refresh F5, la sauvegarde du fichier, etc. Si vous avez le bon IDE, vous reswitchez directement sur l'IDE et ça va recharger toutes les différences dans le browser. Tant qu'à parler de browser, on peut parler de l'outillage associé. Donc vous allez retrouver des extensions pour aussi bien Angular 2 que React. Donc en l'occurrence Augury pour Angular et un plugin React, donc les React Developer Tools, qui vont permettre finalement de connaître de façon similaire dans Augury les composants qui sont actuellement utilisés dans la vue qui est affichée par le browser, mais également les états qui sont associés. Donc comme ça, vous pouvez finalement débugger de façon très efficace, en plus des fonctionnalités standards du browser qui permettent d'avoir accès au réseau, évidemment, au code source, de pouvoir mettre les points d'arrêt et de voir finalement quels sont les problèmes que vous pouvez avoir. Alors du coup, pour faire le point un peu sur ce premier thème, je pense que par rapport à Angular 2, si vous avez des équipes qui ont une appétence pour TypeScript, c'est déjà un bon point. Si vous avez une équipe qui a un background Angular 1, c'est également un point en faveur d'Angular 2. Et voilà, c'est encore une fois le point principal par rapport à ça, c'est que Angular 2 est un framework. Donc si vous voulez tout en un, si vous ne voulez pas gérer 36 librairies qui ont été faites par des personnes différentes, par des équipes différentes, ça sera plutôt Angular 2. C'est vrai que le choix d'un framework, c'est assez subjectif et ça a assez attrait finalement aux préférences de chacun. En l'occurrence, si vous préférez avoir la liberté de pouvoir assembler comme bon vous semble les librairies que vous souhaitez utiliser, React est peut-être une solution plus adaptée à vos besoins. Par ailleurs, il faut bien se rendre compte que React est finalement assez mature, puisqu'il est sorti il y a quand même un certain temps, et a évolué au fur et à mesure, et s'est consolidé au fur et à mesure en corrigeant ses problèmes. Par ailleurs, c'est vrai que d'un point de vue du langage, on ne va pas s'appuyer sur un langage réellement différent de JavaScript. C'est juste finalement, si vous avez des préférences pour vous appuyer sur des langages, sur le langage standard du browser, mais en y ajoutant peut-être éventuellement une surcouche légère pour ajouter du typage statique, vous pourrez vous appuyer sur Flow. Et finalement, ce choix pourra aller en faveur éventuellement du choix de React. Donc on va vous parler maintenant d'architecture et de code, et on va commencer par des exemples Angular. De code. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la différence d'Angular 1 qui était assez orienté template, là Angular 2 est orienté composant.
Donc, je vais vous présenter un composant Angular. Donc, vous voyez bien que ça n'a plus grand chose à voir avec Angular 1. Tout d'abord, on va avoir les imports. Donc, on va importer la classe component d'Angular Core, éventuellement un service comme là je l'ai fait. Alors ensuite, il faut savoir que tout est classe en fait en Angular 2, et le fait d'être un component va se différencier avec les métadatas. Les métadatas vont servir à dire à Angular 2 que ma classe est en fait un component, d'où la notation component, et va indiquer un certain nombre d'informations supplémentaires, comme là par exemple le sélecteur, les providers, donc c'est mes dépendances, mon fichier d'URL, mes fichiers, on peut en spécifier plusieurs, mon template qui sera ma vue, et pour finir, on a la classe en elle-même, donc c'est là-dedans qu'on va avoir toute la logique métier du component avec les variables qui sont typées, on le voit avec TypeScript, et éventuellement des fonctions de manipulation. Donc on va maintenant passer à un exemple de code React. Alors l'exemple de code est volontairement très simple, mais c'est pour mettre en avant finalement la structure essentielle des composants. On va y retrouver évidemment les imports comme dans Angular, puisque c'est finalement associé à du JavaScript, tout ce qui est notion d'import. On va retrouver également une classe. La différence, c'est que la classe, elle n'est pas définie par une annotation qui va expliciter que c'est un composant, mais là on va avoir plutôt chaque classe qui va étendre une classe de base qui s'appelle component et qui est disponible dans la librairie React. Par ailleurs, finalement, vu que ce sont des composants, vous allez pouvoir les utiliser dans vos autres fichiers JSX, les réutiliser. Et pour connaître les propriétés qui seront à disposition, en général, vous pourrez vous référer à ce qu'on appelle les prop types. Donc en fait, ce sont des déclarations dans vos classes React qui vont permettre de définir les propriétés qui sont disponibles et utilisables sur le composant, ainsi que leur type et éventuellement si elles sont requises ou optionnelles. Par ailleurs, le JSX sera à écrire dans une fonction render, donc là on retrouve dans l'exemple, et on voit qu'on réutilise finalement les propriétés qui ont été définies au préalable. Par ailleurs, on ne le montre pas dans l'exemple, il y a ce qu'on appelle également un state, donc les valeurs associées au composant ne sont pas directement sur la classe, mais sont portées par une variable de la classe qui s'appelle le state, et dans lequel vous pourrez mettre tous les états internes du composant. On vous a parlé de Redux et de Flux très rapidement tout à l'heure. Alors, on ne peut pas parler de React sans parler de Redux et de Flux. Alors, Flux, on y revient, ça a été effectivement formalisé par Facebook. C'est une proposition d'architecture pour écrire vos applications React. Il existe plusieurs implémentations, Alt, Redux. La plus utilisée aujourd'hui, c'est, je pense, Redux, sans faire trop de polémique. Une des propositions intéressantes de Redux, c'est la mise à disposition d'un store unique qui représente l'état de votre applicatif. Donc c'est très simple, il n'y a plus besoin de s'appuyer sur différents stores, finalement d'avoir des dépendances entre les stores. Vous avez un store unique qui est créé par réduction d'un certain nombre de fonctions qui seront exécutées. Par ailleurs, l'objectif secondaire, complémentaire finalement de Redux et de Flux, c'est d'avoir une meilleure gestion des données et des événements de votre application. Donc c'est ce qu'on appelle un data flow unidirectionnel. Ça va permettre finalement de mieux comprendre comment sont gérées les mutations des états. Ils sont plus prédictibles et donc on peut mieux réfléchir autour du fonctionnement de l'application. Concernant le rendu serveur, le rendu côté serveur, c'est une fonctionnalité essentielle aujourd'hui des applications web. Par contre, les applications single page, traditionnellement, n'ont pas forcément de fonctionnalité dédiée au rendu côté serveur, et en général, elles sont initialisées côté browser, et finalement, vos pages ne sont pas crawlables par les moteurs de recherche. Donc, React, entre autres, a introduit une fonction qui commence à être largement utilisée, qui a la capacité de préparer le rendu côté serveur et de le retourner au browser qui reprendra à la main le moment venu. Ça a plusieurs avantages. Comme je disais, ça rend les pages crawlables, mais ça permet également d'avoir de meilleures performances à l'initialisation d'applications web mobiles pour éviter finalement de construire toute la page à l'initialisation. Côté React, on a une fonctionnalité très simple mais qui est essentielle, qui est la fonctionnalité render-to-string, qui va permettre de générer finalement le résultat des composants dans une chaîne de caractères qui, elle, sera retournée par le serveur et qui permettra finalement au browser d'afficher directement la page qui a été constituée côté serveur. Alors, sans rentrer dans les détails, il faut savoir qu'avec Angular 2, c'est possible également, notamment avec Angular Universal, qui est un projet qui a été monté justement pour le rendu serveur. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que ce projet est quand même assez jeune,
par rapport à React. Donc du coup, comment bien choisir? Alors bon, on a vu que c'est quand même sensiblement la même chose. Pour l'architecture, on a dans les deux cas une architecture standardisée, même si de ton côté tu as Flux. Je note juste que Flux est également utilisable avec Angular 2, même si ce n'est pas fait par défaut. Voilà. Par contre, côté serveur, je te donne le point. C'est vrai que c'est plus jeune sur Angular 2, pour le coup. On va vous parler un instant. Du coup, je vais parler également maintenant des... Non, c'est bon, tu peux passer. Des chemins de migration. Alors les chemins de migration, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait des projets en Angular 1 et il y a forcément beaucoup de personnes qui sont intéressées par Angular 2, surtout les développeurs, mais bon, du coup, le use case est là. Donc, est-ce que c'est possible de migrer d'Angular 1 à Angular 2? Je vais vous répondre de suite, oui, c'est possible, mais avec un gros mais. Alors pour synthétiser, c'est possible, mais ça peut être long et coûteux si deux prérequis n'ont pas été faits. Le premier étant d'avoir migré progressivement vers la version 1.5 d'Angular 1, qui introduit la notion de composants. Et le second prérequis est le fait d'avoir suivi les bonnes pratiques de développement, pour faire simple. Alors, notamment, je vais juste spécifier, parce que j'entends un peu rire, initialement, ça n'a pas été fait sur le site d'Angular 1, c'était un développeur qui s'appelle John Papa qui les avait faites et écrites. Maintenant, elles sont disponibles sur le site d'Angular 1, ils les ont mises. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses à faire, mais si on suit ça, la migration est possible et moins coûteuse. Alors bien entendu, aujourd'hui, si on vous parle d'Angular, si on vous parle de React, on va tout de suite penser également au développement d'applications mobiles. Pourquoi? Parce que ce sont finalement deux technologies qui ont rendu l'usage, j'allais dire, des frameworks web et des librairies web pour développer des applications mobiles qui ont rendu leur usage plus simple pour développer ces types d'applications. Donc une des promesses qui a été tenue, c'est entre autres d'avoir une seule base de code unique en général qui va finalement réduire les coûts de développement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'aura pas besoin d'avoir un spécialiste pour chaque plateforme ou bien de trouver le mouton à 5 pattes qui sait faire à la fois de l'iOS et l'Android. Qui plus est, très rapidement a été proposé pour avoir des vraies expériences natives, des coquilles applicatives avec des plugins qui permettent d'étendre finalement les fonctionnalités d'applications développées avec des technologies web. C'est ce qu'on appelle les applications hybrides. Toutefois, il y avait des promesses qui n'ont pas été tenues. En particulier, je pense, malgré tous les efforts qui ont pu ou qui peuvent être faits, on n'a pas forcément le feeling d'applications qui ont un look and feel natif. De même, les performances ne sont jamais totalement au rendez-vous et quoi qu'on en pense, en général, on détecte très rapidement, nous, utilisateurs, quand une application n'est pas native et ça peut avoir finalement un certain feeling assez désagréable. Alors du coup, je vais vous parler... alors, avec Angular 2, il y a deux solutions, on va dire, qui sont viables actuellement. La première, je vous la présente là, c'est Ionic. Alors, beaucoup d'entre vous doivent connaître déjà Ionic. C'est un framework basé initialement sur Angular 1, maintenant sur Angular 2 et Cordova. Par contre, Ionic ne fait que de l'hybride. Voilà, ce n'est pas du natif. Et la deuxième solution qui est beaucoup plus jeune, c'est NativeScript. NativeScript, c'est un combiné d'XML, de JavaScript et de CSS, mais c'est donc pas dépendant d'un framework tiers. Par contre, ça fait des composants natifs. Côté React, bien entendu, je pense que ça commence à être très connu. Vous avez la solution basée sur React Native. Là, l'intérêt que vous allez pouvoir avoir, c'est que c'est également fourni et supporté par Facebook. Donc ça a l'avantage d'avoir la cohérence avec React. Alors, le principe est le suivant, c'est que vous allez développer finalement votre application avec des technologies web de la même façon que vous le faites pour une application web pure de type React. La différence, c'est que lorsqu'on va faire le rendu des composants, vous allez avoir finalement une translation qui est faite grâce à un bridge qui a communiqué finalement avec du code natif. Ce code natif va finalement permettre d'instancier des composants natifs et d'obtenir un vrai look and feel natif, ainsi que les performances associées finalement au SDK natif. L'avantage de ça, c'est que vous avez une application performante qui ne donne pas une fausse impression d'application native, mais qui est entièrement développée avec des technologies web. Un mot quand même, ici vous avez des exemples d'applications qui sont développées avec justement React Native, parmi lesquelles vous avez des applications Facebook,
de Facebook majeurs qui sont développés avec cette technologie. Entre autres, Airbnb, par exemple, s'appuie énormément dessus pour développer ses applications mobiles. Bon, du coup, enfin, pour conclure, je pense qu'on va être tous les deux d'accord sur le fait que ça reste, enfin pour ma part, je pense qu'il est toujours mieux de faire du natif si on veut avoir toutes les fonctionnalités du SDK. Par contre, si on veut partir sur une solution à base de JavaScript, côté Angular 2, je dirais que pour Ionic, il y aurait le fait que les équipes ont des appétences pour Angular, évidemment, vu que c'est le framework qui est utilisé, ou simplement JS pour NativeScript. Dans les deux cas, Ionic est plus mature. NativeScript est vraiment encore jeune, je le déconseillerais encore pour la production. Alors effectivement, un des grands avantages d'utiliser React Native, c'est que finalement vous allez pouvoir développer exactement de la même façon que vous développez une application React. La seule chose que vous aurez à apprendre, ce sont finalement les composants à utiliser, ainsi que la façon de les utiliser. Bien entendu, c'est disponible pour iOS et Android, mais c'est également disponible pour d'autres plateformes. Typiquement, par exemple, on peut développer maintenant des applications pour Apple TV, ou même des applications pour macOS, pardon. Entre autres, par exemple, dernièrement, ils ont sorti le support de la Touch Bar, donc, qui est disponible avec le nouveau MacBook, donc ça peut être intéressant pour compléter les applications. D'autre part, vous pouvez également vous appuyer, pour ne pas répéter les autres arguments qu'on a déjà vus ensemble, sur un écosystème finalement très riche. Alors même s'il n'est pas mature, même si la maturité des composants n'est pas forcément égale d'un composant à l'autre, vous avez quand même un écosystème très riche qui vous permet en général de trouver des composants qui répondent aux besoins que vous avez pour développer vos applications. Bien entendu, on ne peut pas vous parler finalement d'applications web sans vous parler de qualité, sans vous parler de testing. Et là-dessus, on va aborder un instant les fonctionnalités qu'on a à disposition, ou plutôt les outils qu'on a à disposition pour mettre de la qualité dans nos projets. Alors, du coup, je pense que d'un côté comme de l'autre, les outils sont matures. Côté Angular, on reste toujours sur la même stack technique. On est toujours sur du Jasmine pour les tests unitaires avec Karma pour le test runner. On est toujours sur du Protector pour les tests end-to-end. Et voilà, là où je pense où il y a une différence entre Angular et React, c'est le fait qu'encore une fois, on est sur un framework. Et comme on est sur un framework, on a une API de test qui est fournie et qui permet de tester assez efficacement nos composants. Côté React, nous avons à disposition essentiellement deux outils, donc Jest et Enzyme, je ne vais pas le prononcer en anglaise. Jest est supporté par Facebook directement, encore une fois. Donc, ce qui est bien déjà, c'est qu'on a un acteur unique qui gère tous les éléments les plus importants. D'autre part, on a Enzyme qui est supporté par Airbnb, encore une fois. Airbnb qui est très actif sur React et React Native. Ces deux outils sont assez complémentaires dans le sens où Enzyme va travailler au niveau DOM pour être capable finalement de faire du rendu DOM, mais également pouvoir l'interroger pour vérifier justement les états, est-ce que le composant a bien été construit, etc. Et également Jest qui n'est pas juste une librairie, mais vraiment un framework de test unitaire avec le test runner, etc. Et qui lui va fonctionner non pas sur le DOM, mais sur la capacité à comparer des snapshots. Donc finalement des rendus du composant et le comparer d'une exécution à l'autre. Alors ce qu'on souhaitait dire là-dessus, c'est que aussi bien Angular que React sont très bien outillés côté test et vous aurez tout ce qu'il faut pour y intégrer les éléments de qualité nécessaires. Alors maintenant, on va passer la main à Dimitri qui va effectivement vous parler d'un challenger très intéressant. Merci Alexis. Je vais vous parler de Vue.js, le framework qui gagne récemment en popularité grâce à sa simplicité partée à l'extrême et la richesse digne des meilleurs frameworks du moment. Effectivement, ce framework se présente comme un challenger à deux frameworks de référence présentés par mes collègues, mais néanmoins, il y a pas mal de choses intéressantes, vous allez voir. Donc Vue.js a été créé en 2014 par Evan You et la version 2 vient d'être sortie il y a à peu près 2 mois et apporte pas mal de fonctionnalités et notamment l'utilisation de DOM virtuels et la vitesse. Même que Vue.js a été très fortement inspiré de AngularJS, il est plus proche en fonctionnalité à React. Donc ces deux librairies utilisent push utilisation de composants avec le flux monodirectionnel,
Mais surtout, tous les deux, ils se concentrent sur le rendering et data binding uniquement, en laissant la gestion de route, par exemple, à des librairies tiers. Même que ça a été inspiré, du coup, il y a quand même pas mal des avantages par rapport à React et par rapport à d'autres frameworks, et notamment la légèreté. Nous pouvons voir que l'application Vue 2 va être quand même 2 fois plus léger que l'application le plus simple Angular 2. On peut dire que la taille de votre application n'est pas très importante quand on parle de applications desktop. Ça le devient un peu plus quand il s'agit des applications mobiles servies par les réseaux lents de type 3G. Quid de la performance? En fait, tous les frameworks actuels, modernes, sont très rapide. Néanmoins, Vue 2 arrive à gagner en performance non seulement Angular 2, mais aussi à React. Et ça, avec les benchmarks de performance menés en étroite collaboration avec la communauté React et validés par la communauté React. Donc, c'est réel. Ainsi que tous les autres benchmarks externes montrent Vue 2 systématiquement gagnant sur tous les points au niveau de performance à tous les autres frameworks, ce que met le framework le plus rapide du marché. Mais il faut relativiser ici les différences pas vraiment flagrantes. Donc, en réalité, nous n'allons pas réellement voir des différences en production. Pas grand. Là, par quoi, à mon avis, Vue.js se distingue vraiment, c'est par sa simplicité qui est partie vraiment à l'extrême. Ce qui m'a vraiment étonné quand j'ai commencé à côtoyer ce framework est que j'ai réussi à écrire le to-do MVC complète avec utilisation des composants et les flux monodirectionnels en moins de 30 minutes. Et ça sans vraiment connaître le framework. D'ailleurs, la documentation est très riche et très claire et complète. Et les créateurs de framework expliquent qu'il suffit habituellement moins d'une journée d'apprentissage de ce framework pour commencer à créer les applications non triviales. Et ça, c'est vraiment un très gros point d'avantage. Malgré cette simplicité, Vue.js il est quand même assez riche. Donc, on trouvera l'approche composante, d'ailleurs, qui n'est pas imposée, contrairement à Angular ou à React. On trouvera ici l'encapsulation des CSS. Server-side rendering, il est actuellement présent aussi. Les versions 2 apportent le support complet de TypeScript. Et il est même possible de surcharger la méthode de rendering et utiliser le JSX pour construire votre propre DOM virtuel, exactement comme le fait React, sauf que ce n'est pas très souvent nécessaire. Vue.js donne en disposition tous les outils nécessaires pour créer des applications de niveau entreprise. Comme React, il y a une bibliothèque conjointe qui fournit le Vue Router, les fonctionnalités de routeur, ainsi qu'il y a une solution très performante pour la gestion des états. Il s'appelle Vuex et il est inspiré des Flux et Helm. Contrairement à React, ces deux bibliothèques sont supportées et maintenues par le core team, ce qui leur apporte plus de stabilité et plus de maintenabilité. L'outil Vue CLI permet de créer votre projet générer votre bootstrap de projet en quelques secondes en utilisant le Webpack Browserify ou même sans système de build du tout. Là où l'application Vue.js scale aussi bien que ses concurrents, il scale down, scale up. Il scale down beaucoup mieux que ses concurrents. En fait, si vous avez besoin juste de dynamiser un peu votre site web, vous avez besoin de rajouter quelques
quelques interactions avec utilisateurs, quelques formulaires. Tout ce que vous avez besoin à faire, c'est rajouter une seule balise script et le tour est joué. Donc vous avez toute la puissance de Vue 2 dans votre page web. Et justement, un exemple de Hello World, nous allons voir ici la création de l'instance Vue et tout ce qui est à l'intérieur de balise data, à l'intérieur de partie data, sera directement accessible à l'intérieur des syntaxes moustache, à l'intérieur de votre template. Donc c'est hyper simple, franchement. Voilà quelques autres exemples. Comme j'ai déjà dit, c'est très fortement inspiré de Angular 2, AngularJS, pardon. Et nous allons trouver le ngIf, ngShow, pardon, vIf, vShow, c'est exactement la même chose. Donc, si on veut intercepter les événements, il y a vOn et on précise le nom de l'événement qu'on veut intercepter. Du coup, on appelle la méthode doSomething. Il est possible même faire la prévention de l'événement. Du coup, c'est très simple, prevent default. Les filtres sont également présents, ainsi que les listes avec vFor. Donc, c'est hyper simple et intuitif. Comme actuellement tous les frameworks modernes, il est à la mode et à juste titre de avoir tout l'ensemble de composants à l'intérieur d'un seul et unique fichier. Vue.js le fait de façon à passer par les Browserify ou Webpack. Donc du coup, il va prendre ce fichier, il va construire tous les fichiers nécessaires automatiquement. Donc là, on voit trois parties, le template, le script et le style, de façon très simple, tout dans un seul fichier, ce qui simplifie évidemment la maintenabilité de vos composants. On voit également le props passer exactement de manière comme le fait React. Et vous pouvez noter aussi dans le style le scoped, ce qui permet d'encapsuler vos styles dans uniquement ce composant pour que ça ne leak pas à l'extérieur. Et l'utilisation côté droite. J'ai parlé des points positifs de Vue 2. Là, le point un peu négatif, on va dire, ce qui est derrière React, c'est Facebook. Derrière Angular, c'est Google. Et derrière Vue, c'est Evan Vue. Effectivement, ça gagne un peu de popularité, mais la communauté est loin d'être aussi riche que pour les deux frameworks de référence. Là, on a sorti un peu les Google Trends. Nous pouvons voir que AngularJS il est encore au top de panier parce qu'il y a beaucoup de frameworks, beaucoup de projets qui l'utilisent. React, il est quand même très fortement représenté. Angular 2, depuis sa sortie finale, il monte vraiment en flèche. Et Vue, voilà. Mais du coup, conclusion. Merci. Donc effectivement, un des gros avantages finalement de React, pour synthétiser, c'est finalement sa maturité. Comme je disais pendant la présentation, c'est un outil qui existe depuis un certain temps, qui a été enrichi et consolidé avec le temps. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer les yeux fermés. Bien entendu, l'écosystème est très riche et est supporté par une très grande communauté. Autre point très important, c'est qu'aujourd'hui, toute entreprise en général a des développements web, mais également des développements mobiles. Et vous allez pouvoir utiliser le même outil pour développer vos
applications mobiles, sans avoir finalement à tout réapprendre, ni même à embaucher évidemment nécessairement des spécialistes. Donc bien entendu, ça ne vous empêchera pas, si vous avez des points particuliers, de devoir effectivement avoir des développeurs spécialisés là-dessus, mais au moins ça va, dans la plupart des cas, résoudre la problématique. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que React, ça reste finalement une librairie qui a une évolution douce et continue dans le temps, ce qui va finalement permettre de ne pas avoir de grosses refontes à produire dans vos applications. Bien entendu, par le passé, il y a eu quand même un certain nombre de choses qui ont pu casser des développements pour lesquels il a fallu finalement se réadapter, mais aujourd'hui, on est quand même sur une maturité de la librairie assez importante. Ok, bon, je sens la petite attaque sur l'évolution. C'est vrai, bon, je vais passer sur ça directement. Alors oui, Angular 1 n'est pas compatible avec Angular 2. Je vais pas revenir sur ce point parce que voilà, ils ont fait les choix qu'ils ont fait et je pense que c'est bien de repartir de zéro quand vraiment on partait pas dans le bon sens. L'avantage, je dirais, d'Angular, c'est vraiment que c'est un framework tout en un. Donc on a l'équipe de Google derrière toutes les briques du framework. Même si l'écosystème React est riche, ça reste des projets séparés, ça reste des briques séparées faits par des développements, faits par différents développeurs potentiellement. Là, on a Google derrière. On a une grande communauté, sachant qu'il y a beaucoup de projets Angular 1. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés, je pense, par le fait de migrer sur Angular 2, de par le fait qu'ils étaient avant sur Angular 1. Et donc, du coup, le fait d'avoir des projets avec des équipes qui sont partantes pour faire de l'Angular, c'est en mon sens un point aussi pour Angular 2. En effet, Vue.js ne joue pas sur le même cours que Angular, par exemple, mais tous vos projets, on n'a pas besoin de puissance de framework aussi riche. Derrière, qui dit la puissance, dit la complexité aussi et la courbe d'apprentissage assez rude. Donc, l'avantage principal de Vue.js, comme je le vois, c'est la simplicité, vraiment à l'extrême. Donc, pour toutes sortes de prototypage, les petits projets, les dynamisations de sites web, le Vue.js reste très fortement à recommander. C'est un très bon framework pour ce cas d'usage. Voilà, on passe aux questions. Pour Vue.js, vous parliez d'encapsulation des CSS. Est-ce que vous pourriez développer, et pour les autres frameworks, expliquer s'il y a quelque chose d'équivalent Tout à fait. Pour Vue.js, il y a en effet une encapsulation, mais elle est faite de manière à... c'est pas le DOM, comment s'appelle le DOM Shadow DOM n'est pas réellement utilisé. Donc ce qu'ils font, ils préfixent tous les propriétés CSS avec un nom, un numéro aléatoire. Et donc, de cette manière, il arrive à faire ne pas leaker vos propriétés CSS à l'extérieur. Donc, c'est exactement la même chose pour Angular 2, sauf qu'Angular 2 assis supporte le Shadow DOM, mais il est désactivé par défaut vu que le support de navigateur n'est pas encore au point. React, je te laisse répondre. Ok, donc en JS, avec React, vous allez pouvoir définir les styles directement dans vos composants. Donc ce ne sera pas forcément basé sur des feuilles de style, mais finalement ce sera très similaire, c'est-à-dire sur chaque élément, on va pouvoir déclarer un attribut style dans lequel on pourra déclarer un certain nombre de propriétés qui seront traduites finalement dans les propriétés CSS. De la même manière, en fait, vous avez la capacité de déclarer un class name qui finalement sera retraduit dans les classes standards qu'on a dans les fichiers HTML. Toutefois, c'est vrai que ça peut devenir assez... comment dire, ça peut prendre beaucoup de place dans un fichier source de mélanger le code et le CSS. Alors bien entendu, ça va permettre d'avoir une réflexion plus simple autour du composant qu'on est en train de développer, mais assez rapidement, si on a besoin de beaucoup de stylisation, on va devoir finalement déporter ça quand même à l'extérieur et on va se retrouver à déclarer soit un fichier CSS, soit un fichier SAS, soit autre chose. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas se passer finalement de Webpack, par exemple, pour processer la ressource et la mettre à disposition dans le bundle pour qu'elle soit utilisable.
Pour chaque composant? Oui, alors peut-être que j'avais pas totalement compris la question. Effectivement, en fait, aujourd'hui, on a la capacité d'isoler les styles par composant. Et donc, en fait, il n'y aura pas forcément de problématique à déclarer des noms de classes ou des styles au niveau d'un composant et de risquer de se faire overrider finalement par d'autres déclarations autre part. D'autres questions? Est-ce que vous pouvez juste dire deux mots, je me souviens plus du nom exact, Aura, enfin le framework... Augury, non, je crois. Non, celui... Aurelia, merci. Voilà, Aurelia. Et notamment, comment ça... Okay. Alors effectivement, on a choisi de ne pas parler de certains frameworks ou certaines librairies parce qu'on ne pouvait pas en 35 minutes ou 40 minutes aborder tout cela, donc on a fait un choix. C'était subjectif, mais c'est ce qui nous semble être les clients les plus sérieux. Par contre, effectivement, il y a des alternatives, donc Ember 2, si je ne dis pas de bêtises, il y a Aurelia. Aurelia, j'ai eu l'occasion d'explorer un petit peu. Finalement, de certains points de vue, c'est très similaire à certains égards à React et également Angular 2. Pour la simple et bonne raison, c'est que le développeur principal, j'ai oublié son nom, faisait partie de l'équipe Angular 2, sauf qu'il n'était pas d'accord sur un certain nombre de points de vue de l'équipe Angular et des directions qui étaient prises pour le développement du framework. Et il a décidé finalement d'aller développer son framework selon ses propres idées. Donc c'est une alternative très intéressante. Là, on va retrouver finalement certains obstacles éventuellement, qui est la taille de la communauté. Il avait fait un premier framework qui s'appelait... j'ai plus le nom en tête, mais qui avait également un problème de communauté, donc ça n'a jamais décollé. Hein? Non, c'était pas Knockout, c'était un autre. Et effectivement, la communauté apporte un certain nombre de composants de développement autour de ces librairies, de ces frameworks. Et si on n'a pas une communauté suffisante, finalement, on peut ne pas atteindre le point critique. Et ce point critique, c'est le point qui va faire qu'une librairie, qu'un framework a un succès. Et pour les frameworks, on sait que la barre est très haute. Et donc, c'est une énorme difficulté finalement à construire une communauté qui est capable de tracter et qui peut amener au succès de la librairie ou du framework. D'ailleurs, on a regardé sur Google Trends, le Aurelia est encore plus bas que V2. Et d'ailleurs, le créateur de ce framework est récemment embauché par Microsoft. Donc, on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, du coup, il a peut-être un peu abandonné la société qui est Durandal, je crois. Non, une société qu'il a créée. Voilà, donc ça ne prend pas. C'est possible. On verra. D'autres? Oui, pour Angular 2, j'ai vu que Angular 2 se base sur RxJS beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait avec RxJS? Oui, alors j'ai pas parlé de RxJS justement parce que je voulais me focaliser un peu sur Angular 2. Donc RxJS, c'est une librairie gérée sur les événements, enfin qui est autour des événements, sur laquelle on peut se baser justement pour faire aussi un flow unidirectionnel, un peu comme Flux, comme l'implémentation Reflux avec Flux. C'est pas obligatoire, et donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé en fait. Voilà. Je sais pas si je réponds à ta question en fait ou pas. C'est très conseillé de l'utiliser, effectivement. Je ne suis pas sûr qu'il est embarqué par défaut. En gros, tu peux l'exclure, c'est clair. Tu peux inclure que partie par partie, évidemment, avec le module. Et il est très fortement utilisé pour tout ce qui est observable, évidemment. Donc, pour les flux asynchronisme. Donc, on n'utilise plus de promesses, mais on utilise les observables qui est beaucoup plus riche que les promesses. L'architecture, c'est par observable en Angular 2, exactement. Il y a encore 2 minutes. Bonjour, c'était juste pour savoir si vous aviez déjà essayé React ou Angular ou Vue pour faire des progressive web apps. Des progressive web apps.
Alors moi personnellement j'avais utilisé Angular 1 à l'époque, Angular 2 non. Je peux pas personnellement faire de retour dessus, non. Mais non, désolé. Oui. Ouais, donc on dit qu'Angular 2 c'est un framework tout en un et on peut faire tout avec juste Angular. Mais il y a beaucoup d'articles récemment qui arrivent et qui parlent de Angular 2 avec Redux, comme quoi c'est génial. Du coup, quel est l'intérêt d'utiliser Redux si on a déjà un tout en un avec Angular 2? Tu veux répondre peut-être sur celle-là? C'est exactement la même chose quand tu utilises les Redux pour React. D'ailleurs, Redux a été utilisé dans le dashboard de Keynote que vous avez vu. Vous pouvez voir le code. C'est toujours la même chose. Donc, stacker tout votre état dans un seul et unique endroit et encore plus structurer ton code réellement. Donc, c'est exactement le même usage que tu fais dans React. Quelle partie exactement? Il n'y a pas vraiment de gestion d'état dans Angular 2. Après, c'est les remontées des événements. C'est à peu près la même chose qui est présente dans Redux, dans React par défaut. Ça ajoute vraiment une valeur très intéressante. Mais c'est la même utilisation. Tu veux rajouter quelque chose? Non, du coup c'est bon. Tu as tout dit. Plus d'autres questions? Ben, merci beaucoup.